Bonjour à tous et bienvenue dans Regard de dirigeants. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet au croisement de l'innovation, de l'éthique et de la régulation, l'intelligence artificielle responsable. Alors que les entreprises intègrent massivement l'intelligence artificielle, la confiance du public s'érode face aux deepfakes, à la désinformation et aux usages opaques. Dans ce contexte, comment créer une dynamique collective où l'intelligence artificielle n'est pas seulement une opportunité technologique, mais bien un levier de confiance. Pour en parler, je reçois Marianne Mazot, cofondatrice et directrice générale d'Ainos. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, à l'initiative du Sommet international des dirigeants pour une IA responsable qui aura lieu les 15 et 16 octobre 2025 à Biarritz, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce sommet réunit décideurs, politiques, juristes et pionniers technologiques pour repenser l'IA à travers la conformité, l'inclusion et la performance. Bonjour Marianne, merci d'être avec nous. Alors, votre parcours est marqué par un virage très fort puisque vous passez de la performance marketing et créative à l'intelligence artificielle, éthique. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie et cette prise de conscience ? Bonjour, merci de me recevoir. Donc diplômée de Neoma Business School, issue de classe préparatoire, j'ai pendant 10 ans géré des équipes créatives pour plus de 25 marques mondiales et de célébrités au sein d'entreprises comme Puig, Stillfront Group ou Tech2 Interactive. J'ai travaillé de Biarritz à New York puis à Barcelone sur tous les continents et délivré des campagnes à forte conversion. En 2022, j'utilisais déjà les outils d'IA dans mon quotidien, d'une part via l'IA de curation, c'est-à-dire les algorithmes des réseaux sociaux qui vont décider quelle publicité on montre aux consommateurs, puis aussi sur la partie analyse de performance en temps réel, psychographie, ciblage comportemental. Mais avec l'arrivée de ChatGPT et ce que l'on appelle l'IA de création, donc l'IA générative, les choses ont basculé. On a commencé, pour nous, marketeurs, à voir ceci comme une très grande opportunité, mais avec cette opportunité sont apparus de grands risques, notamment les deepfakes et les fausses publicités ont envahi les marchés, usurpation d'identité, prolifération de ces mauvais usages. Et face à cela, à l'époque, travaillant sur un produit sous licence de célébrité, nous avons pris la décision stratégique de ne pas intégrer de l'IA générative à nos campagnes parce que le risque d'atteinte à la marque était trop élevé. Et à ce moment-là, j'ai donc décidé d'approfondir un peu les choses. J'ai repris mes études, entrepris un second master, cette fois-ci en intelligence artificielle. J'ai appris à coder Python et j'ai passé toute une année à explorer comment lutter contre les fausses publicités ciblant les marques de célébrités en développant plusieurs pipelines de database qui peuvent détecter d'une part les deepfakes, les voix synthétiques, mais aussi les textes trompeurs. Alors justement, vous évoquez une érosion de la confiance qui n'est pas seulement un problème d'image, mais un risque commercial majeur. Quels signaux vous ont montré que cette défaillance atteint un point critique ? Oui, tout à fait. Bon, les chiffres sont là. Malheureusement, chaque semaine, on a un nouveau modèle, de nouveaux procès emblématiques qui apparaissent, de nouvelles normes juridiques. Et l'IA se développe de manière exponentielle. Et pour autant, le rapport de KPMG sur la confiance, les perceptions et usages en 2025, qui a été quand même mené auprès de 48 000 répondants dans 47 pays, montre que plus de 54% des personnes ne font pas confiance à l'usage. Et ce chiffre va s'effondrer jusqu'à 39% dans les économies avancées, mais pour autant, un petit peu remonter à 57% dans les économies émergentes. Et de plus, seulement 43% des répondants estiment que les cadres réglementaires sont suffisants pour lutter contre les blocages et les risques liés à l'IA. Donc tout ceci, ça montre un petit peu un déséquilibre croissant entre l'adoption globale et la gouvernance, mais aussi les raisons de cette défiance, elles sont super concrètes. Elles sont portées sur la cybersécurité, sur les biais algorithmiques qui vont créer de la discrimination sous une nouvelle forme, la manipulation de l'information d'une part, la perte de contrôle humain et aussi l'impact sur l'emploi. On a d'autres rapports qui viennent aussi compléter un petit peu ces chiffres. PwC, en 2024, nous apprend que 83% de leurs répondants sur 31 pays expliquent que la protection des données, c'est un facteur clé de confiance. Et nous savons tous que la confiance, c'est un actif commercial. Sans confiance, les gens n'achètent plus. À cela, il faut rajouter aussi les nouvelles insights des nouvelles générations. Les générations se portent plus sur l'authenticité. Et dans un monde qui se déshumanise avec des technologies qui nous imprègnent dans notre quotidien, il y a vraiment un besoin de retour à l'authenticité, à la notion de communauté. Et donc aujourd'hui, préserver l'adéquation produit-valeur, c'est aussi intégrer de l'inclusion, de la confiance. Sinon,
on perd la pertinence de marché. Alors justement, vous avez choisi un format intimiste, centré sur ces valeurs fondamentales, la confiance, mais aussi l'éthique, les enjeux de conformité, l'inclusion. Pourquoi ce parti pris, ce contre-pied aussi des grandes messes technologiques? Nous avons pensé AI on Us, le sommet international des dirigeants pour l'IA responsable, comme une réponse directe aux inquiétudes des dirigeants. Soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous proposons en fait une approche immersive et opérationnelle du risque IA ancrée dans l'action. Donc pendant 2 jours, nos participantes et participants auront accès à une expérience unique, briefing exécutif, simulation gamifiée autour de l'acte européen de l'IA, engagement par la signature de la charte Arborus, qui est la première charte IA internationale pour une IA éthique et inclusive, sprint d'innovation éthique, networking stratégique. Le tout dans un cadre assez prestigieux, puisque nous serons à l'Hôtel du Palais, qui était le lieu du G7 Magnifique. en 2019. Et cette profondeur, elle démarre bien sûr par le fait que nous avons décidé de limiter le sommet à 100 participants pour favoriser la réflexion stratégique et profonde. Mais cette profondeur, elle est surtout menée par le travail que nos équipes font depuis 6 mois. À savoir, nous avons 25 experts qui forment 10 groupes de travail thématiques et qui, ensemble, autour de la thématique centrale suivante, transformer le risque IA en performance grâce justement à la conformité, l'éthique et l'inclusion, travaillent ensemble via une réponse multisectorielle, puisque dans notre comité, nous avons des technologues, des avocates, des avocats, des éthiciens, des éthiciennes, des data scientists, des chief technical officers. Et donc, ils travaillent ensemble à nous délivrer une cartographie des risques et des impacts de l'IA, un mapping des lois et des standards régionaux, également des stratégies Trust by Design, avec, comme nous l'avons cité juste avant, 2 ateliers immersifs, un porté sur l'AI Act, un autre sur le prototypage responsable. Et le point clé de ce sommet, c'est le Playbook IA responsable qui sera remis aux participants. Okay. Voilà. Qui est le playbook IA, en fait, il s'articule de la manière suivante. Donc, premièrement, on a une taxonomie des risques et des impacts d'IA qui est abordée par nos 10 équipes. Donc, nos 10 équipes qui couvrent des thématiques comme la confidentialité des données, l'IA et le bien-être, l'IA responsable dans la santé, les stratégies marketing synthétiques et IA, etc. Donc, au-delà de ce mapping des risques et des impacts, il contient également un mapping des standards au niveau des lois et des normes auxquelles les entreprises peuvent adhérer, avec une approche évidemment européenne, mais aussi extraterritoriale, qui va justement traiter de l'effet extraterritorial de l'AI Act en s'adressant à des corporations globales qui potentiellement opèrent sur des marchés Tier 1, où nous avons une approche très fragmentée, notamment entre les États-Unis et la France, mais en mettant aussi en avant des best practices dans d'autres régions du monde. Et enfin, nous aurons en réponse un petit peu, notamment au mapping des biais et des impacts, nos équipes viennent formuler des meilleures pratiques opérationnelles pour chacune des thématiques auxquelles ils répondent. Parce qu'en fait, il faut savoir que sous la thématique générale, chaque équipe répond à un brief corporate. Donc, par exemple, notre équipe marketing IA va justement essayer de comprendre où est-ce qu'on met la limite dans l'utilisation du contenu synthétique pour quand même s'assurer d'inspirer confiance et connexion avec notre communauté. L'équipe confidentialité des données qui est représentée par Debbie Reynolds, qui est basée à Chicago, va justement nous aider à comprendre comment assurer une souveraineté informationnelle des entreprises. Alors c'est vrai que vous réunissez comme intervenants des figures emblématiques du politique, on pense évidemment à Thierry Breton, mais aussi des pionniers de l'IA responsables et des acteurs privés également. Pourquoi ce choix de diversité et selon vous, pourquoi c'était indispensable pour donner une crédibilité et une légitimité commune finalement? En fait, l'IA transforme vraiment tous les secteurs, comme vous l'avez dit, tous les métiers. Et donc, il est vraiment essentiel aujourd'hui de réunir des voix diverses, donc des politiciens, des entreprises, des experts de la société civile également. L'objectif étant de construire une légitimité collective autour de l'IA responsable. Alors, au-delà des intervenants que vous avez cités, venant des États-Unis et d'Europe, nous avons également Lara Sophie Beautour, avec un panel assez cross-générationnel, puisque Lara Sophie Beautour représente les nouvelles générations. C'est la 2e voix la plus influente en IA et tech au monde. Nous avons également Peter Slattery, qui dirige le AI Risk Repository du MIT Future Tech, qui interviendra. Puis nous avons des leaders de HP Fédéral, The
Future Society, Institute for Global Negotiation et également un partenariat connaissance avec Epitech, école de l'excellence informatique. Et donc, effectivement, le dialogue public et privé est indispensable parce que réguler, finalement, ça ne veut pas dire freiner. Ça veut dire prévenir les dérives, construire la confiance et surtout protéger les marques. Et aujourd'hui, anticiper les cadres réglementaires, ce n'est pas seulement une obligation, mais finalement, c'est un élément, une condition nécessaire pour rester pertinent sur le marché. Alors justement, vous insistez sur l'idée que l'IA responsable n'est pas forcément incompatible avec la compétitivité. Comment est-ce que, selon vous, une entreprise peut faire de la régularisation un avantage stratégique ? Oui, très bon point. Premièrement, ce qui est quand même important de comprendre, avant même de passer à cette étape-là, c'est quand même d'aller aussi effectivement explorer, on va dire, les zones grises autour des textes de loi. Et c'est ce à quoi on va se dédier pendant la journée du 16 octobre, donc la journée 2 du sommet. On va aller un petit peu décoder les zones grises, comprendre quels sont les angles morts, les points de friction avec les cadres nationaux pour proposer des pistes aussi de standardisation progressive. Parce qu'effectivement, le code Python est universel. En revanche, les lois ne le sont pas. L'IA responsable et la compétitivité, en fait, c'est un faux dilemme. Et Sam Burrett, qui est un leader de l'IA responsable en Australie, nous dit bien que 80% des projets d'IA qui échouent échouent souvent parce que dû à une causalité qui aurait pu être évitée. Donc ça peut être des bases de données qui sont déséquilibrées, des problèmes structurels, un manque de cadre légal dès le début. Et pourtant, ce sont tout autant des leviers stratégiques que les textes de loi abordent. Additionnellement à ça, si on prend l'exemple de l'acte européen, l'article 5 responsabilise et partage la responsabilité entre à la fois les entreprises qui conçoivent des produits d'IA, mais aussi ceux qui les déploient et qui les intègrent dans leurs opérations. Eh bien, ces obligations que l'AI Act va venir imposer, finalement, c'est évaluer et réduire le risque, notamment pour les systèmes à haut risque dans la santé, l'éducation, le recrutement, assurer la transparence, tout aussi sur l'utilisation de contenus synthétiques, garantir la gouvernance des données. Ce sont autant d'éléments qui, finalement, rentrent dans les pratiques responsables. Et le risque est réel parce que les amendes peuvent quand même monter jusqu'à 35 millions d'euros, 7% du chiffre d'affaires mondial en cas de non-conformité. Mais au-delà, en fait, de tout ça, il faut vraiment penser la conformité comme un avantage stratégique. Et c'est d'ailleurs ce que le rapport de Bird & Bird, qui est un guide simplifié de l'AI Act, nous explique. On peut utiliser la conformité pour définir un positionnement stratégique. Aujourd'hui, les valeurs d'inclusion, de confiance sont clairement des signaux de compétitivité. Si vous deviez résumer en une phrase l'enjeu actuel et futur du sommet de Biarritz, ça serait quoi ? Je dirais la chose suivante. La réglementation ne doit pas être un problème à contourner, mais plutôt une opportunité à structurer et nécessaire pour assurer confiance de marché et compétitivité. Prendre des raccourcis en IA peut coûter très cher, alors qu'une approche responsable, inclusive et maîtrisée peut rapporter et générer des bénéfices bien supérieurs. Néanmoins, les entreprises ont besoin d'un cadre pour mettre en place ces valeurs, et un cadre qui va favoriser l'innovation et la créativité, notamment pour rester compétitif au niveau européen et surtout international. Et je pense que l'Europe est finalement la plateforme idéale pour relever les défis IA de demain. Et le sommet IONUS entend devenir le rendez-vous annuel et international pour allier règles, innovation technologique et sociale. Merci beaucoup Marianne pour cet éclairage sur un sujet qui est hyper important et aussi présent qu'en ce moment. Merci beaucoup.